Ici le compteur. Ferme les yeux, laisse ta respiration s'installer doucement. Inspire par le nez, expire par la bouche, comme une vague qui vient et qui repart. Sens le poids de la journée glisser vers le sol et permets à la nuit de déposer sur toi un voile de calme. Ce soir, je t'emmène voyager dans les récits oubliés des civilisations anciennes, là où les pierres, le vent et l'eau gardent encore la mémoire des hommes. Imagine une lueur d'aube sur une plaine lointaine, un ziggoura qui se dessine, une barque qui glisse sur le Nil sans bruit, des briques chaudes dans la vallée de l'Indus, des terrasses andines couvertes d'une brume légère, un sanctuaire caché sous la pluie d'une forêt tropicale, une pirogue qui suit les étoiles au large du Nil. Laisse ces images venir sans effort, comme des lanternes qui s'allument une à une. Tu vas t'endormir en douceur en écoutant des histoires simples, apaisantes et pourtant pleines de savoir. Tu n'as rien à faire, seulement écouter, sentir ton souffle s'apaiser et te laisser porter. Quand tu es prêt, laisse la nuit t'ouvrir la porte des mémoires anciennes et marchons ensemble, lentement, vers le premier récit. Imagine la plaine infinie de Mésopotamie, au moment où le soleil se lève lentement, baignant de lumière dorée les eaux calmes du Tigre et de l'Euphrate. L'air est tiède, porteur d'une odeur mêlée de terre humide et de roseaux écrasés par le vent nocturne. Il y a plus de 5000 ans, ici, au cœur de cette terre fertile, s'élevaient des cités que le monde moderne a presque oubliées, mais qui furent le berceau de tant de choses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Sumer, disent les érudits, fut la première grande civilisation connue, et pourtant son nom ne résonne plus que dans les salles silencieuses des musées et dans les pages jaunies des livres d'histoire. Ferme les yeux et écoute. Les ruelles pavées de pierre résonnent sous les pas des habitants qui se rendent au marché, portant des jarres d'argile remplies d'huile ou de vin. Les étals regorgent de fruits mûrs, de tissus colorés, d'épices odorantes rapportées de contrées lointaines. Les marchands discutent d'une voix basse, ponctuée de rires, tandis que des enfants courent, leurs pieds nus soulevant la poussière ocre. Au centre de la ville se dresse un ziggourate monumental, ses terrasses superposées, s'élevant vers le ciel comme une montagne façonnée par la main de l'homme. C'est un lieu de culte, un lien entre les dieux et les hommes, et chaque brique porte encore la trace du geste qui l'a façonné. Les prêtres, vêtus de longues robes blanches, montent les escaliers sacrés, tenant des offrandes de céréales et de fleurs. L'air est rempli de l'odeur sucrée de l'encens, et un murmure de prière se mêle au bruit des cloches de bronze qui marquent les heures. Mais derrière cette apparente sérénité, Sumer est une cité de contrastes. Les scribes, penchés sur des tablettes d'argile fraîche, inscrivent avec un calame des symboles étranges. C'est l'écriture cunéiforme, née ici, qui pour la première fois permet à l'humanité de fixer ses pensées et ses lois. Le roi, assis dans son palais décoré de fresques éclatantes, reçoit des messagers venus de terres lointaines, apportant des nouvelles des guerres, des alliances, des récoltes. Dans les campagnes, les paysans travaillent les champs inondés par les crues, guidant les bœufs qui tirent l'arère en bois. Leur vie est rythmée par les saisons, par la pluie et la sécheresse, par les ordres venus des scribes qui tiennent les comptes. Et pourtant, malgré l'ordre apparent, Sumer connaît déjà les fragilités qui mèneront à sa disparition. Les terres, trop cultivées, commencent à s'appauvrir. Les fleuves, capricieux, changent parfois de cours, laissant des quartiers entiers sans eau. Les cités, jadis alliées, se font la guerre pour le contrôle des canaux d'irrigation. Dans la chaleur étouffante de l'après-midi, le vent soulève des tourbillons de poussière et les murs de briques
lentement, s'effrite. Mais le soir, quand le soleil disparaît derrière l'horizon rougeoyant, Sumer retrouve un calme presque irréel. Les habitants se rassemblent sur les toits plats de leurs maisons, échangeant des histoires sous le ciel constellé d'étoiles. Les mêmes constellations que nous voyons aujourd'hui guidaient déjà leurs regards et nourrissaient leurs mythes. Ils racontaient comment les dieux avaient façonné le monde à partir des eaux primordiales, comment les héros avaient affronté des créatures venues des ténèbres et comment chaque être humain portait en lui une étincelle divine. Et dans le silence de la nuit, il est possible, si l'on tend l'oreille, d'entendre encore les échos de Sumer, le pas lent d'un prêtre montant vers le sommet du ziggoura, le grattement d'un calame sur l'argile, le murmure d'une prière offerte à Inanna ou Enki. Ces sons fragiles, perdus dans l'immensité du temps, sont les témoins d'une humanité qui, déjà, cherchait à comprendre sa place dans l'univers. Le matin reviendra, les marchés s'ouvriront de nouveau, les enfants riront encore, mais un jour, bien plus tard, les vents et le sable reprendront possession de cette terre, les murs s'écrouleront, les canaux s'empliront de boue, et la langue des Sumériens s'éteindra doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fragments d'argile gravés. Et pourtant, en écoutant leur histoire, en fermant les yeux, nous pouvons marcher un instant dans leurs rues, sentir la chaleur du soleil sur notre peau, respirer l'odeur de la terre humide après l'inondation et comprendre que dans chaque civilisation, aussi grande soit-elle, il y a cette fragilité qui la rend profondément humaine. Laisse ton esprit dériver vers les rives paisibles du Nil au moment où l'aube s'étire et caresse doucement les eaux d'une lumière dorée. La brume se lève lentement au-dessus du fleuve, révélant les silhouettes immenses des palmiers et des acacias qui se reflètent dans les ondulations tranquilles. Les pêcheurs glissent leurs barques de papyrus sur la surface miroitante. Leurs gestes sont lents, précis, hérités de générations entières qui ont appris à écouter le rythme patient du courant. Ici, il y a plusieurs millénaires, une Égypte aujourd'hui presque effacée de nos mémoires vivait dans l'ombre des dynasties plus célèbres. C'étaient des peuples des frontières, installés bien avant que les pyramides ne se dressent fièrement vers le ciel. Leur nom exact s'est perdu dans les méandres du temps, mais les archéologues les appellent parfois les habitants de la vallée oubliée. Leurs maisons, construites en briques crues séchées au soleil, s'alignaient sur les berges fertiles, protégées par de petits murets contre les crues saisonnières. Le matin, les femmes broyaient les grains sur de lourdes pierres, préparant un pain plat qui cuisait sur des plaques chauffées à même la braise. Les enfants couraient pieds nus dans la poussière, riant au son des clochettes accrochées aux chevilles des chèvres. Les hommes, eux, partaient sur les sentiers qui menaient vers les champs, où le blé ondulait doucement sous le vent. Mais ce qui rendait cette Égypte ancienne si singulière, c'était son lien presque sacré avec le fleuve. Chaque geste quotidien semblait être un hommage discret au Nil. Les offrandes de fleurs et de poissons déposées sur les berges, les chants murmurés au crépuscule, les rituels pour remercier l'eau d'avoir nourri la terre. Ils croyaient que le fleuve était un Dieu bienveillant, protecteur et exigeant, capable de bénir ou de punir selon l'harmonie des hommes avec la nature. Les fresques retrouvées dans de rares tombes témoignent d'un art simple mais profondément expressif. Des scènes de pêche, de moisson, de danse, peintes avec des pigments tirés de minéraux broyés et mélangés à la sève des plantes. On y voit des visages souriants, des mains tendues vers le soleil, des animaux peints avec un soin particulier, comme si chaque créature portait un fragment de divin. Au loin, dans la lumière éclatante de midi, des collines sableuses s'élèvent. Sous leurs pentes dorées, des cavités servent de refuge lors des chaleurs extrêmes. Dans certaines,
Des autels de pierre ont été aménagés, décorés de coquillages et d'objets en cuivre. Ce sont peut-être les premiers temples de cette Égypte méconnue, bien avant que les colosses et les obélisques ne se dressent. Le soir, lorsque le soleil s'efface derrière l'horizon, le ciel s'embrase de couleurs qui se reflètent sur le Nil comme un tapis de feu et d'or. Les habitants se rassemblent autour de feux allumés sur les berges et les anciens racontent les histoires du monde d'avant, quand le ciel et la terre n'étaient qu'une seule étendue d'eau. Les enfants écoutent, les yeux grands ouverts, hypnotisés par la danse des flammes et la voix grave de ceux qui se souviennent. Mais comme toute civilisation, celle-ci a vu venir les signes du déclin. Les crues se sont faites plus capricieuses, parfois trop faibles pour irriguer les terres, parfois si fortes qu'elles emportaient tout sur leur passage. Des peuples venus du désert ont franchi les frontières, apportant avec eux de nouvelles coutumes, de nouvelles armes, et peu à peu, les villages de la vallée oubliée se sont vidés. Le vent a recouvert de sable les champs abandonnés, et le Nil, dans son indifférence majestueuse, a poursuivi son chemin. Pourtant, si tu tends l'oreille, dans le silence de la nuit égyptienne, tu peux encore imaginer le clapotis des barques de papyrus, le rire des enfants jouant sur les rives, le chant bas d'une femme qui broie le grain à la lueur d'une lampe à huile. Et dans ce murmure ancien, il y a comme un écho qui traverse les âges, pour nous rappeler que même les civilisations les plus modestes, celles qui ne laissent derrière elles ni pierre monumentale, ni écriture gravée, ont façonné le monde à leur manière. Leurs gestes quotidiens, leurs croyances simples, leur harmonie fragile avec la nature, tout cela a tissé une part invisible mais essentielle de notre héritage commun. Aujourd'hui encore, le Nil coule, imperturbable, et ses eaux, peut-être, se souviennent mieux que nous de ceux qui vécurent jadis sur ses rives. Laisse ton imagination suivre le cours d'un fleuve qui ne porte plus aujourd'hui que des noms effacés par le temps. Dans l'air chaud et légèrement poussiéreux des plaines du Pendjab ancien, des ombres se dessinent, celles de maisons en briques cuites parfaitement alignées, de rues droites, d'égouts couverts où l'eau s'écoule silencieusement. Nous sommes à Harappa ou à Mohenjo-Daro, il y a plus de 4000 ans, dans ce qui fut l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire humaine. La lumière du matin éclaire doucement les façades lisses des bâtiments. Les premiers rayons viennent frapper les toits plats, encore tièdes de la chaleur de la veille, et glissent lentement sur les murs rouges et bruns. Des marchands disposent soigneusement leurs marchandises, poteries finement décorées, perles de cornaline polies avec patience, étoffes légères teintées de couleurs végétales. L'air est imprégné de l'odeur de la terre cuite mêlée à celle des épices, du cumin et du sésame que l'on broie dans les mortiers. Dans les cours intérieures, des femmes dessinent des motifs complexes sur le sol avec des poudres colorées, des dessins éphémères destinés à inviter la prospérité dans le foyer. Leurs mains sont sûres, habituées à répéter les mêmes formes depuis l'enfance. Les enfants rient, jouant avec de petites figurines en terre, imitant les gestes des adultes qui tissent, sculptent ou pétrissent. Ce qui frappe dans cette civilisation, c'est l'ordre presque parfait qui règne dans ces cités. Les rues sont tracées comme sur un plan invisible, orientées selon des axes précis pour capter les vents et rafraîchir l'air. Les maisons sont équipées de puits privés et l'eau est distribuée par un réseau ingénieux. Les toits, accessibles par des escaliers intérieurs, servent à la fois de lieu de repos, de séchage pour les récoltes et de point d'observation sur la ville. Dans les grands bâtiments publics, l'activité est constante. Artisans, scribes, marchands
se croisent dans un murmure continu, échangeant des salutations discrètes. Pourtant leurs écrits, gravés sur de petites tablettes et sceaux, restent muets pour nous. La langue de l'Indus n'a jamais été déchiffrée, et chaque symbole, chaque pictogramme est comme un regard figé dans le temps, attendant que quelqu'un en retrouve la clé. Au marché, des caravanes arrivent de loin, portant des tissus du plateau iranien, du lapis lazuli venu des montagnes d'Afghanistan, du cuivre extrait des mines désertiques. Les échanges ne sont pas seulement matériels, ils portent aussi sur des idées, des croyances, des histoires. Dans les temples, on honore des divinités dont les traits nous échappent, représentées sur de petites statues aux formes stylisées. Peut-être des dieux liés à la fertilité, à la pluie, à la protection des foyers. Parfois, dans un coin de rue, un musicien fait résonner une flûte de roseau, et les notes s'élèvent, douces, se mêlant au chant des oiseaux. Les habitants semblent vivre dans une harmonie rare avec leur environnement, utilisant l'eau, le vent et la lumière avec intelligence. Le soir, lorsque la chaleur du jour retombe, les habitants montent sur les toits plats de leur maison. Ils s'assoient, observant les étoiles qui scintillent au-dessus du fleuve, racontant des récits anciens à la lumière tremblante des lampes à huile. Le fleuve, large et puissant, apporte la vie, mais aussi parfois la crainte. Ces crues, bien qu'essentielles à l'agriculture, peuvent se transformer en torrents destructeurs. On raconte que des années de sécheresse ou de crues violentes ont peut-être brisé l'équilibre fragile de l'empire de l'Indus. Les greniers se sont vidés, les puits se sont asséchés et les marchands ont cessé de venir. Peu à peu, les rues se sont vidées, les ateliers se sont tus, les briques des maisons se sont effritées. Des générations entières ont disparu sans laisser de traces autres que ces ruines silencieuses et ces symboles indéchiffrables. Aujourd'hui, en marchant parmi les restes de ces cités, on entend presque le bruit feutré des pas sur les pavés, le clapotis d'une jarre qu'on remplit à un puits, le murmure d'une langue perdue qui glisse entre les murs, et dans le silence qui suit, il y a comme un appel, une invitation à écouter ce que l'histoire n'a pas su retenir. Peut-être qu'un jour, une main trouvera la pierre manquante, la tablette oubliée, et que la voix de cette civilisation renaîtra, claire et vibrante, à travers les siècles. Imagine l'air frais et pur qui caresse ton visage, chargé du parfum des herbes sauvages et du souffle lointain de la neige qui fond. Nous sommes dans les Andes, il y a plus de 1000 ans, bien avant que les grands empires ne viennent imposer leurs lois. Ici vivaient des peuples que l'histoire officielle ne cite presque jamais, mais qui ont sculpté leur existence au cœur des montagnes, entre les nuages et la terre. Le soleil se lève derrière les crêtes, et ses premiers rayons font scintiller les sommets enneigés, illuminant peu à peu les terrasses agricoles taillées à flanc de montagne. Ces terrasses sont comme des escaliers géants où poussent le maïs, les pommes de terre et le quinoa. Les paysans montent lentement les sentiers étroits, portant sur leur dos des paniers remplis de graines et d'outils. Leurs pas sont sûrs car ils connaissent chaque pierre, chaque tournant, chaque souffle du vent. Au centre du village, construit en pierre grise et en torchis, un feu brûle depuis la nuit précédente. Les femmes y réchauffent des jarres d'eau parfumée aux feuilles de coca que l'on boit pour se protéger du froid et de l'altitude. Les enfants jouent en riant, leur voix se répercutant contre les parois rocheuses comme un écho joyeux. Parfois, dans ce même écho, se glissent les aboiements lointains des chiens du village, qui veillent sur les troupeaux paissant sur les pentes herbeuses. On entend aussi le froissement des herbes hautes, agitées par les pas lents des alpagas et des lamas, leurs cous graciles se balançant doucement tandis qu'ils broutent.
L'air transporte une légère odeur de fumier mêlée à celle des fleurs de montagne, une fragrance à la fois rude et vivifiante. Dans les hauteurs, le cri perçant d'un condor fend le ciel, et tous lèvent instinctivement la tête pour l'apercevoir. Il plane majestueux, dessinant de larges cercles invisibles au-dessus des crêtes. On raconte qu'il est le messager des esprits et qu'apercevoir son vol à l'aube est un signe de bonne fortune pour la journée à venir. Plus haut, sur une terrasse sacrée, les anciens observent le ciel. Ils connaissent le mouvement des étoiles, le retour des constellations, et ils savent lire dans les ombres et la lumière les signes annonciateurs des pluies ou des sécheresses. Leurs savoirs se transmettent à voix basse dans des histoires qui mêlent mémoire et légende. Les dieux des montagnes, disent-ils, veillent sur le peuple. Chaque pic a son esprit, chaque rivière son gardien invisible. Au printemps, des offrandes sont déposées dans de petits autels de pierre, épis de maïs, coquillages venus de la côte lointaine, figurines façonnées avec soin. Ces gestes sont simples, mais ils rappellent à tous que la montagne donne la vie et qu'elle peut aussi la reprendre. Les maisons du village s'ouvrent sur des cours où l'on tisse la laine d'alpaga. Les métiers à tisser grincent doucement et les doigts agiles créent des motifs colorés, reproduisant les formes du soleil, des oiseaux et des rivières. Chaque tissu est plus qu'un vêtement, c'est un récit codé, une mémoire que l'on porte sur soi. Les chemins qui relient les villages serpentent au bord des précipices. On y croise des caravanes de lamas chargées de sel, de fruits secs, de poteries destinées à l'échange avec d'autres communautés. Ces routes, bien que dangereuses, sont le lien vital entre les peuples, et chaque voyage est aussi l'occasion de transmettre des nouvelles, des chants, des savoirs. Plus loin, à l'abri du regard, des sources chaudes jaillissent des entrailles de la montagne. Les habitants viennent s'y baigner le soir, laissant la chaleur minérale détendre leurs muscles après une longue journée de travail. La vapeur qui s'élève se mêle aux nuages bas, et parfois on croirait voir les esprits de l'eau s'échapper pour aller se fondre dans la brume. Lorsque le soir tombe, le vent se lève, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et du feu de bois. Le village se rassemble autour du foyer central. Les flammes éclairent les visages attentifs, tandis qu'un ancien raconte l'histoire des premiers hommes qui auraient surgi d'une grotte sacrée, guidés par un condor vers les hauteurs. Sa voix est lente, grave, et chaque mot semble résonner avec la pierre et la nuit. Les enfants écoutent, les yeux grands ouverts, tandis que les adultes hochent la tête, comme pour confirmer que ces récits, même empreints de mystère, portent en eux une vérité plus ancienne que la mémoire. Mais les gardiens des Andes ont aussi connu la peur, des années où les récoltes ont échoué, où les rivières se sont taries, où la neige est descendue trop tôt, recouvrant les cultures. D'autres fois, des étrangers venus d'au-delà des montagnes ont tenté de prendre leurs terres. Pourtant, malgré les épreuves, ils ont préservé leur mode de vie, leur langue, leurs croyances. Leurs pierres sont encore là, leurs terrasses encore visibles, comme des cicatrices vivantes sur les flancs des montagnes. Parfois, un voyageur solitaire traverse ces terres et s'arrête un instant pour écouter le vent. Il croit entendre des voix, des chants portés par l'air, comme si les anciens continuaient de veiller. Aujourd'hui, si tu fermes les yeux au milieu d'une vallée andine, tu pourrais presque entendre le murmure du vent à travers les cultures en terrasse, sentir la chaleur d'un poncho tissé il y a des siècles et percevoir, au loin, le pas léger des caravanes de lamas. Les gardiens des Andes ne sont peut-être plus là pour te parler, mais leur monde continue de respirer dans les pierres, les rivières et les nuages. Ferme les yeux et sens la fraîcheur humide
qui se dépose sur ta peau. Ici, dans l'immensité verte des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, la lumière filtre à peine à travers les immenses frondaisons, des gouttes d'eau tombent lentement des feuilles larges comme des mains humaines, éclatant sur le sol spongieux avec un bruit doux. Des filets de brume glissent encore entre les troncs, enveloppant tout d'un voile mouvant. Nous sommes dans un monde ancien, où la jungle respire comme un être vivant. Chaque souffle accompagné du chant lointain des oiseaux et du murmure constant des insectes. Il y a plus de 2000 ans, au cœur de ces forêts, vivaient des peuples que la mémoire collective a presque entièrement effacés. On les appelait parfois les veilleurs, car ils disaient veiller sur l'équilibre fragile entre les hommes, les esprits et les animaux. Leur village était invisible pour qui ne connaissait pas les sentiers secrets, dissimulés derrière des rideaux de lianes et de bambous. Les maisons, construites en bois et en fibres végétales, reposaient sur de hauts pilotis pour se protéger des inondations et des créatures du sol. Au matin, quand la première lumière osait franchir la canopée, les habitants descendaient en silence vers la rivière pour remplir leurs jarres d'eau claire. Les pirogues, creusées dans des troncs massifs et polis par des générations d'usage, glissaient sur la surface miroitante, laissant derrière elles un sillage qui se refermait comme si elles n'avaient jamais existé. Dans l'air flottait l'odeur douce et entêtante des fleurs sauvages, mêlée à celle, plus âcre, de la terre humide et des feuilles en décomposition. On entendait au loin les cris des gibbons, le battement lourd des ailes d'un calao et parfois le rugissement feutré d'un fauve que l'on ne verrait jamais. Les veilleurs connaissaient la forêt comme on connaît un vieil ami. Chaque arbre, chaque pierre, chaque bruit leur était familier. Ils savaient quelles plantes pouvaient guérir une fièvre, lesquelles apaisaient la douleur et lesquelles pouvaient tuer. Leurs chamans, reconnaissables à leur parure de plumes éclatantes et à leur collier de perles, marchaient pieds nus, les yeux mi-clos, murmurant des prières en posant leurs mains sur les troncs centenaires. Pour eux, chaque arbre avait une âme, chaque rivière une mémoire, et il fallait demander la permission avant de prélever quoi que ce soit. Les enfants grandissaient dans cette harmonie silencieuse. Leur jeu consistait à suivre les papillons aux ailes translucides, à imiter les cris des oiseaux, à tresser des bracelets de feuilles qu'ils accrochaient ensuite aux branches basses pour remercier les esprits. Le soir, autour des feux, on racontait des histoires où les héros étaient autant des hommes que des animaux ou des forces invisibles. Les singes y parlaient, les serpents y dansaient, et les rivières chantaient pour guider les voyageurs perdus. Les flammes projetaient sur les troncs les ombres mouvantes des conteurs, comme si les ancêtres eux-mêmes venaient écouter. Mais la forêt, aussi généreuse soit-elle, pouvait se montrer implacable. Les pluies torrentielles pouvaient noyer les villages, les vents arracher les toits, et les maladies se répandre avec la rapidité d'un feu invisible. C'est peut-être cela, ou bien l'arrivée de peuples venus d'ailleurs, qui fit disparaître peu à peu les veilleurs. Leurs clairières se sont refermées, englouties par la végétation. Les pilotis de leurs maisons ont pourri, retournant à la terre. Les sentiers qu'ils empruntaient sont devenus des couloirs verts où seule la lumière s'aventure timidement. Aujourd'hui, seuls quelques tertres étrangement réguliers, quelques pierres sculptées envahies de mousse, rappellent qu'un peuple a vécu ici, prié ici, aimé ici. Et pourtant, si tu t'aventures assez loin dans la jungle, si tu t'arrêtes et écoutes vraiment, tu croiras peut-être entendre un rire d'enfant se mêler au chant de la pluie ou le froissement d'un pas humain derrière un rideau de feuilles, comme si les veilleurs n'avaient jamais vraiment quitté leur forêt sacrée, comme si leurs esprits, liés à la sève et au vent, continuaient d'observer,
discrets mais présents, les intrus qui s'aventurent sur leur territoire. Ferme les yeux encore une fois et imagine un rivage que les cartes n'indiquent plus. Le sable y est d'un blanc éclatant, lavé par des vagues qui portent l'odeur du sel et du corail. Au loin, la mer se teinte d'un bleu profond, presque noir par endroits, et les cris des oiseaux marins se mêlent au fracas régulier de l'écume. Le vent est tiède, chargé de l'odeur des algues et du parfum discret des fleurs qui poussent à l'abri des rochers. Ici, il y a des siècles, une civilisation insulaire a prospéré, reliant par ses canoës des archipels aujourd'hui presque déserts. Ils étaient navigateurs, bâtisseurs et conteurs, gardiens d'un savoir transmis uniquement par la parole et le chant. Leurs maisons circulaires, couvertes de feuilles tressées, faisaient face à l'océan comme si chaque jour devait commencer par un salut au soleil levant. Le matin, on voyait les pêcheurs partir à bord de leurs pirogues à balancier, glissant entre les récifs comme des ombres. Les enfants les suivaient parfois jusqu'aux eaux peu profondes pour récolter des coquillages, leurs rires éclatant au-dessus du clapotis des vagues. Les femmes préparaient les filets de pêche en chantant des mélodies anciennes dont les paroles racontaient les exploits des ancêtres et les voyages lointains. L'air sentait le bois salé, le poisson séché et la fumée légère des feux allumés dès l'aube. Le soir, tout le village se rassemblait sur la grande plage pour écouter les anciens. Assis sur des nattes de pandanus, ils racontaient comment leurs ancêtres avaient suivi les étoiles pour venir jusqu'ici, guidés par des constellations dont nous avons oublié les noms. Ils parlaient d'îles si lointaines que la mer elle-même semblait hésiter à y aller et de tempêtes capables d'avaler des flottes entières. Mais au milieu de ces récits épiques, il y avait toujours des histoires de respect pour la mer, pour les vents, pour les animaux qui donnaient leur chair et leurs os. Les navigateurs de ces îles savaient lire les vagues comme d'autres lisent un livre. Leurs yeux distinguaient les courants invisibles, leurs mains sentaient la tension du vent dans la voile, et leurs oreilles captaient la résonance de la coque sur l'eau, leur disant s'ils approchaient d'une terre. Ils observaient les nuages, le vol des oiseaux marins et la couleur de l'horizon pour deviner les changements de météo. Leur savoir immense ne reposait pas sur l'écriture, mais sur la mémoire et l'expérience. Mais la mer, aussi nourricière qu'elle soit, porte en elle des colères soudaines. Un jour, une vague immense, peut-être provoquée par un tremblement de terre lointain, est venue balayer la côte. Les maisons ont été emportées, les champs salés, les bateaux brisés. Les survivants ont dû partir, cherchant refuge sur d'autres îles. Certains disent que des tempêtes répétées et des années de maigres récoltes ont fini par disperser ce peuple. Peu à peu, les chants se sont tus, les récits se sont effacés, et les îles sont redevenues silencieuses. Aujourd'hui, si tu marches sur ces rivages, tu pourrais croire qu'ils n'ont jamais été habités. Pourtant, en creusant dans le sable, on trouve encore des fragments de poterie, des hameçons polis par l'usage, et parfois, au détour d'un rocher, une gravure représentant une pirogue sous les étoiles. Ces traces sont les dernières paroles d'un peuple qui a confié son histoire à la mer. Elle l'a gardée quelque part dans ses profondeurs, comme un secret qu'elle ne livrera qu'à ceux qui sauront écouter le ressac avec patience. Et toi, en cette nuit paisible, alors que le sommeil s'approche, imagine ces pirogues glissant sur une mer argentée, guidées par des étoiles dont la lumière a traversé des siècles pour venir jusqu'à toi. Les navigateurs d'autrefois ne sont peut-être plus là, mais leurs routes tracées sur l'océan existent encore, invisibles mais réelles, et si tu tends l'oreille, tu pourrais presque entendre le bruit régulier de leurs pagaies frappant l'eau comme un battement de cœur ancien. C'est là, dans ce rythme, que se perd et se retrouve la mémoire du monde,
un souvenir que les vagues murmurent à qui sait les écouter et qui, cette nuit, vient se poser doucement au creux de tes rêves. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.